Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour review un jackpot à 1000 euros sur lequel l'un de mes élèves est tombé justement et on va regarder un petit peu tout ça. Alors c'est pas un jackpot exceptionnel, hein, je vais pas vous mentir, ça reste qu'un x 20, mais c'est toujours sympa de pouvoir regarder un petit peu comment ça joue en 50 euros. Et donc pour vous dresser vite le profil de cet élève-là, c'est un joueur qu'on a accompagné à peu près depuis 5-6 mois, on va dire, hein, depuis février. Donc vous voyez quand vous voyez la vidéo, moi je la tourne début juillet, donc là ça fait exactement 5 mois qu'on l'accompagne. Et il est passé des 1 euro. Il était débutant complet en spin, hein, il avait jamais joué en spin et il est passé du coup en 50 euros. Ça fait 1 mois à peu près qu'il est en 50 euros, plus de 20 000 euros de gain du coup. Je précise une chose parce qu'il ne faut pas s'attendre à que ce soit un parcours classique, ça reste un top profil, un top élève qui est ultra sérieux, ultra discipliné et cetera, mais qui bosse avec la bonne méthode et cetera. Mais je précise, vraiment, c'est le disclaimer que je veux faire, parce qu'on va review plusieurs, de ces spins, jackpot et cetera. Ça peut être toujours intéressant donc on va faire un petit peu du contenu comme ça, sur YouTube. Je vais le dire à chaque fois, c'est important, vous n'aurez pas les mêmes résultats que ça. Peut-être 1 d'entre vous, mais c'est pas la norme. La norme, c'est d'avoir des résultats systématiquement parce que ça, on va vous le garantir, sinon ça vous coûte absolument rien avec nous. Je vous laisse regarder la description si vraiment vous avez des questions là-dessus, vous allez avoir toutes les réponses à vos questions. Mais par contre, ça reste des résultats qui sont pas, faits pour tout le monde et surtout, ça doit pas être votre projet, en fait. Vous pouvez pas vous commencer et d'ailleurs, il a pas commencé comme ça avec le projet de monter aussi haut. C'est juste que, bah, à force de travail, et de sérieux, fatalement, ça a fonctionné. Donc c'est juste, pour cette partie-là, ça reste un disclaimer pour, pour pas que les joueurs se disent: «Bon, bah, directement, ça y est, je rejoins Spin Pro et je vais monter en 50 euros en 5 mois». C'est pas la réalité des choses quand même, même si ça peut fonctionner si vous bossez énormément, mais c'est pas, ce qu'il faut viser. Il faut déjà viser de monter en 5-10 en 5 mois. En 10 euros, être installé sur la 10, ça devient une formalité par contre, si vous mettez les choses en place correctement. Voilà pour ce petit disclaimer, je suis désolé, il était un petit peu long, mais c'est pour pas vous vendre du rêve, c'est quand même important. Donc on est parti pour cette vidéo. Donc 1er joueur qui décide de limper, je vous ai passé quelques coups qui étaient vraiment inintéressants, juste des folds. Donc on arrive un peu en cours de spin, mais c'est pas très intéressant. On voit qu'on a 25 blindes, on n'a rien fait à peu près depuis le début de la partie. Donc on est parti avec ce spot avec un limp. Je précise, je connais le résultat du spin, s'il est gagné ou perdu. Par contre, je ne sais pas du tout les mains qui a eu lieu. Donc c'est parti. On est parti. Donc là, on a décidé de défendre. Là, il n'y a pas trop de soucis. Pas grand chose à faire. Donc on est contre deux joueurs récréatifs. C'est important de le savoir. Évidemment, je cache tous les pseudos, toutes ces choses-là pour pas que les joueurs puissent choper des infos sur notre élève, évidemment. Et puis que vous n'ayez pas d'infos aussi sur notre élève, hein, surtout aussi vous, très honnêtement, par respect évidemment, pour tout son taf. Ok, bon pour l'instant on n'a pas de spot, mais ça va arriver. J'aurais pu passer un peu plus, mais comme je vous ai dit, j'ai pas regardé la vidéo en entier du tout. J'ai pas vu du tout une main en fait de la vidéo, à part les premières quand j'ai lancé un premier enregistrement. Donc on va voir ce premier spot ici avec un jam évidemment contre Recrea. C'est intéressant, on a une pastille un peu spewy qui a été ajoutée ici visiblement. Si les couleurs sont les mêmes que moi, normalement oui. Un open ici avec un flat en SB d'un joueur récréa. OK. Lui, un joueur qui avait l'air d'être plutôt orienté value. OK, ici on va avoir un spot intéressant contre récréa, évidemment un c-bet automatique. VS1 donc bet, c'est intéressant. Hem, c'est intéressant parce qu'ici on peut directement trouver le fold sur un bet aussi cher. Ça sert à rien de call parce que là on va call, on va prendre un bet, turn systématiquement. C'est important de savoir, par exemple, c'est une stat qui est toujours sympa contre récréa. Quand un récréa va donc bet, il va continuer turn 75. Quand ils vont donc bet pot, ça va être un peu plus, on va être aux alentours de 80. Donc là, on va call ici et on sait tous pertinemment que turn, il y a 4 fois sur 5 où il va nous mettre tout ce qui reste. Donc, surtout qu'il lui reste pas grand-chose. Évidemment, ce spot-là précis, quand il lui reste plus que 6 blindes, je l'ai pas étudié, mais là, j'estime que ça probablement même un tout petit peu plus que 80. On est peut-être à 82-83 de chances qu'il nous mette tout à la turn. Donc là, évidemment, on a un clear fold, c'est important. C'est vraiment important, d'autant plus qu'il a des as dans sa range qu'il a flat, des as 2, as 3, as 4, as 5. Donc, ici, c'est un clear fold, mais qui est super, super important. OK, un limp ici avec notre 5 et 2 évidemment qu'on check, pas grand chose à faire sur ce 9-7-9. On va checker, évidemment, bon turn aussi. Bon, ça va être un spot qu'on risque de give up, peut-être qu'on va bluffer river. Heu, je suis même pas convaincu de l'intérêt parce que là, on peut espérer le showdown. Après, on peut mettre une blinde. Ouais, une blinde, c'est intéressant. Si on fait fold un mec qui a pas compris, forcément que là, ça va énormément split, ça peut être intéressant. Ça évite aussi de se faire bluffer. Je crois que j'aurais mis une blinde. Je crois que j'aurais mis une blinde. Je pense qu'il a pas beaucoup d'as dans sa range de limp, quand même. Ça peut être intéressant. Si on estime qu'il a des as, ça vaut pas le coup. Mais, ouais, on peut mettre une blinde, ça me choque pas, ça évite de se faire bluffer ici. Ouais, j'aime beaucoup. OK, on tombe mal, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il suffisait de tomber, pas si, souvent, bien pour que ça fonctionne. Et est-ce qu'on n'aurait pas call vs une blind river? On aurait été quand même embêté. Donc on préfère évidemment la mettre plutôt que la subir, clairement, cette blinde en plus. Mais du coup, ouais, j'aime beaucoup le play là. Et très honnêtement, je vous le dirai, hein, si j'aime pas les mains proposées, et cetera. Je précise qu'on est tout sauf résultat orienté pour le coup. Je m'en fiche que le jackpot là, s'il peut être très bien perdu et que je vous le montre. D'ailleurs, là, il y a un spot intéressant quand même. Évidemment, on est contre un 2x d'un récréa, c'est strong.
Ça n'empêche qu'il faut quand même être prudent à pas overfold, d'autant plus sur ces limites-là. On commence à être en 50, on commence à devoir, folder pas mal. Ça n'empêche que, quand même pour sa défense, le field open beaucoup, beaucoup trop strong ici, vraiment, vraiment beaucoup trop strong et de base, c'est un fold, hein, ce 9 et 3, contre fiche. Ça n'empêche que on peut quand même le considérer à ces limites-là, vouloir défendre ce genre de main en position. Mais le fold est loin d'être un scandale, c'est loin d'être EV+ si on, bah, ça va pas être énormément EV+, sur ces limites-là, ça le sera quand même, mais très, très léger. Donc, évidemment de base, c'est un call, mais, là, on se doit d'être ultra prudent dans ce spot-là. OK, intéressant, intéressant, intéressant. Mais du coup, le call m'aurait pas choqué, je crois que j'aurais légèrement préféré pour une blinde. VS 2.5, j'aurais foldé par contre, sans aucun doute. Bon, VS limp bouton, on a un snap shove, OK. Ici ici, j'aime pas trop le limp, je le trouve assez, assez décevant. Comment? Je préfère le shove, contre un récréa, très clairement ici, on est hors de pause, on va pas faire une tonne de V. Alors oui, on est contre un récréa, mais il faut pas sous-estimer le V qu'on a à shove ici. Je vois pas trop l'intérêt de jouer cette main-là ici, ça peut être vite chiant, donc j'aurais préféré clairement, clairement ici jam ce spot. OK. OK, OK. Mais c'est possible que je vais être transparent avec vous encore une fois, j'ai vu un autre jackpot que je vous ai pas posté avant parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de spots qui étaient pas très intéressants, de lui et pourtant il l'a gagné pour vous dire donc c'était pas tu vois? Vous voyez, c'est pas pour ça que je les poste pas, c'est pas une question de gagner ou perdu, on s'en fout un peu. Ici pareil, ici contre un limp bouton, on a un shove en plus tout à l'heure, alors il est passé, il faut pas être résultat oriented mais ça nous montre quand même que notre adversaire limp régulièrement bouton, on l'a vu avant, il a limp fold, le fil va beaucoup trop limp fold, ici on a beaucoup trop de V plutôt que jouer un coup hors de pause ici. Ouais, c'est très bien. Là, c'est un bon shove. C'est dommage de ne pas l'avoir pris tout à l'heure en SB, mais là, c'est un très bon shove qui va print une tonne. Évidemment, on peut se dire: «Je veux jouer post flop contre un récréa». Certains pensent ça, mais si vous regardez la data, hein, je vous laisse regarder, pour ceux qui ont des trackers et qui ont pas mal de mains, vous verrez que systématiquement avec ces mains-là, contre récréa, à ces stack size, vous allez faire plus de V à shove. Oui, on peut se dire: «Bah, là, je vais pouvoir contrer pas mal d'arguments que j'entends régulièrement et ça va pouvoir en aider plus d'un». Souvent, vous manquez d'agressivité à pas prendre ces shoves-là parce que c'est plus de V+ de jouer post flop, c'est une réalité. Évidemment que post flop, c'est EV+ de vous allez gagner de l'argent. Par contre, ce qui est faux, c'est de se dire que justement c'est plus EV+ que de shove. Ça, c'est faux. Lever de shove contre un récréa, encore une fois, je ne vous parle pas contre un rec, je vous parle contre un récréa dans ces spots-là, et avec beaucoup plus de mains que juste valet 7, c'est largement, largement, plus EV+. Vous pouvez le voir à la fois en étudiant la range du field qui va limp fold, à la fois la proportion et la force des mains qui vont limp call et la force des mains qui vont limp fold et les mains qui vont limp fold en fait, hein, tout court. Donc cette range-là, vous pouvez regarder exactement les mains qu'ils ont et vous allez voir que, bah, ça va trop limp fold et en plus, quand de ça, quand ça va limp call, ça va pas être suffisamment strong. Ça, c'est la première chose. Encore une fois, c'est de l'étude de statistiques, donc c'est tout ce qu'on fait, l'étude de data, c'est tout ce qu'on fait justement dans Spin Pro, hein, c'est tout, c'est aussi pour ça, c'est dur à deviner. Mais on pourrait se dire: «Bon, OK, si on fait ce travail-là, on regarde, on le met dans le logiciel, ça nous donne un shove». OK, parce que c'est ce que ça va faire, hein, ça va nous donner un shove, hein, si on le met dans le logiciel qui nous permet de calculer la stratégie contre le field ici. On pourrait se dire: «OK, mais en fait, nous, on va être meilleur que le logiciel, post-flop parce qu'on va pouvoir plus exploiter notre adversaire, parce que le logiciel va pas prendre en compte. Ça, c'est vrai. Le logiciel va pas prendre qu'on va avoir ben, pas prendre en compte que post-flop, on va avoir un edge. Déjà, modérons les choses quand même, dans le sens où on est quand même 10 deep, donc on n'a pas un EV monstrueux. On reste dans un spot hors de position, donc on n'a pas non plus un EV colossal, même si évidemment on a de l'EV. Par contre, regardez vos datas, vous allez voir que ce genre de main est bien plus intéressante à shove plutôt qu'à check back. En termes de V, c'est significatif à chaque fois. Et encore plus si vous jouez des 1-2, 5 euros. Là, le pas shove est un spew monumental, la main d'avant, si vous êtes en basse limite, clairement. En plus haut high stake, c'est un peu différent parce que vous pouvez jouer quand même post flop, évidemment, parce que vous n'avez pas le même niveau. Mais c'est vrai qu'en basse limite, c'est quand même des spews assez monumentaux de ne pas les prendre. Je le dis parce que je sais que ça fait comment débat avec certains joueurs, mais très honnêtement, il y en a trop peu qui ont étudié le jeu à ce point-là. Contre fiche, hein, je parle évidemment. Contre règle, ça évidemment en termes de théorie, je le dis encore une fois, c'est important. Parce que c'est important de comprendre cette méthodologie-là. Et d'ailleurs, comment je vais vous partager le lien qu'il y a dans la description, mais qui est super important pour comprendre ça. Parce que je vois que beaucoup de personnes font des erreurs. Et très clairement, là, c'est pour votre progression pure, parce que vous allez voir, c'est juste un lien, il n'y a même pas de mail à mettre et tout. C'est un lien qui doit s'appeler spinpro.fr/méthode, qui raconte un petit peu mon parcours. Vous allez pouvoir regarder, il y a 4-5 liens. Cliquez, il y en a un où il n'y a pas besoin de mettre un mail, vous avez une vidéo qui apparaît là-dessus et vous allez pouvoir voir justement cette partie-là. Et vous allez voir à la fois mes résultats, si vous voulez voir où j'en suis moi en termes de niveau de jeu, les élèves qu'on a accompagnés, ce que ça donne, mais aussi voir la méthodologie qu'on utilise. Et vous allez voir à quel point c'est important d'utiliser ça et pas de se baser juste sur de la théorie en regardant un logiciel GTO, ce qui ferait aucun sens dans ce spot et ce qui serait juste une erreur monumentale, hein, très honnêtement. Bon, ici, on décide de limper. J'ai fait cette aparté parce que je sais qu'elle est super importante pour ceux qui veulent, qui veulent progresser. C'est pour ça que je vous partage ça.
OK. Et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo un jour sur ma vie en tant que coach, sur tout le taf qu'on fait et cetera, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une journée, dans ma vie. Je pense que ça sera intéressant. Ça sera intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça, un sujet qui peut être abordé. Ici, on décide de check évidemment. Pour l'instant, j'avais pas réagi parce qu'il y avait pas de coup intéressant, mais là, on a un coup qui est intéressant évidemment qu'on check pré-flop. Là, on a un spot de raise assez clair. Je crois que je vais pas aimer le size. Ah très bien, il augmente, c'est génial. Pourquoi j'allais pas aimer le size? On va regarder juste la turn et vous allez voir. Pourquoi? Parce que s'il avait fait là, il a fait 3,5, OK? Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a 9 maintenant au milieu, notre adversaire a un peu moins. Donc il a moins d'un PSB. Un PSB, si vous voulez, c'est quand le stack, OK, du milieu, donc le pot total, si vous voulez, est équivalent à, comment? À celui, le plus petit des 2 stacks, en fait, si vous voulez. Donc, au stack effectif, pour, ceux qui sont un petit peu plus avancés, mais sinon au plus petit stack, OK? Et au maximum qu'on peut perdre dans le coup, si vous voulez. Là, on peut perdre encore maximum 8,4 et au milieu, il y a 9. Donc ça veut dire que le PSB, il est peut-être de 0,9 parce que si on divise 8,4 divisé par 9, on va être dans les 0,9, pardon, 0,95 probablement, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est juste pour comprendre ça. Mais donc pour comprendre le PSB, ce calcul du PSB, c'est quand même intéressant parce que ça, c'est des concepts qui sont avancés mais qui sont quand même importants. Euh, et vous allez voir à quoi ça sert, mais je vais vous ai déjà le calculé. Donc à chaque fois, vous prenez le maximum qu'on peut perdre divisé par le pot. Vous savez, le PSB. Donc si par exemple notre adversaire, il lui reste 10 blindes et au milieu il y a 5, je vous laisse réfléchir si vous voulez, bah, le PSB c'est 2. Parce que notre adversaire, 10 divisé par le pot, 5. Et donc bah, le PSB, 10 divisé par 5, ça fait 2. Donc il y a 2 de PSB. Ok. Pourquoi on veut calculer ça? Parce qu'en fait, sur ce spot flop, on a envie de raise pour que turn y ait moins d'un PSB. Ok. Si on fait 3 blindes, on va le calculer ensemble. On va faire 3 blindes. Notre adversaire va call 3. Donc il va avoir 3 plus les 2 du milieu. Il va avoir 8. Ok. Là, on est OK, il va avoir 8 ici, au milieu. Par contre, notre adversaire, il va lui rester combien? On va lui enlever 2 blindes de plus de ce qu'il a. Il va lui rester 8,9. Donc plus d'un PSB. Pourquoi? Parce qu'il y aura 8 au milieu et lui, il lui restera 8,9. Donc si on fait 8,9 divisé par 8, OK, il va rester ça va faire 1,1 PSB. Ce qui n'est pas un drame, évidemment, mais ce qui n'est pas suffisant, qui est normalement pas ce qu'on veut, parce qu'on a envie d'avoir moins d'un PSB pour pouvoir shove à la turn. C'est globalement l'idée qu'on va avoir, parce que quand il y a moins d'un PSB, on peut directement faire tapis parce que le sizing va pas être trop cher, si vous voulez. Le sizing, là, va correspondre à un 90 pot, ce qui reste cohérent par rapport au spot. Donc, c'est bien qu'il ait augmenté son size. Il a pris le meilleur size possible au flop pour pouvoir shove la turn. Et ça, c'est très bien qu'il ait augmenté ce size. Ce size a été très, très bien choisi pour pouvoir shove ici de manière logique. Bon, c'est un spot un peu avancé si vous débutez, mais c'est des trucs qui sont importants. C'est important, pas en basse limite, ça ne vous sert à rien jusqu'à la 10. Du moins, c'est pas utile, on va dire, jusqu'à la 10. Par contre, à partir de la 10, ça commence à être important de ne pas faire ces erreurs-là. Pour pas en fait, ce qu'on veut pas, c'est qu'à la turn, il nous reste par exemple, que notre adversaire, il lui reste 12 blindes et qu'au milieu, il y ait 8 parce qu'on va pas pouvoir faire tapis, mais on peut pas miser 75 parce que sinon river, il va nous rester 3 blindes et au milieu, il y en aura 30 donc ça va être ridicule et on n'a pas envie de se retrouver dans un spot où aussi à la turn, notre adversaire, il lui reste 3 blindes et puis au milieu, il y en a déjà 30 parce qu'on peut pas il reste plus rien, on est commit, on est obligé de tout mettre, ça fait plus de sens. Donc c'est pour ça, on veut s'éviter ces spots-là, où on est commit. Donc c'était juste pour ce spot-là, mais il est super intéressant pour ça. Ici, on a un autre spot, on décide de faire tapis, bon, on n'a rien à dire, évidemment. Super, super important. Notre adversaire nous call avec une main complètement légitime et on va perdre. OK, c'est pas fini, ça va durer, ça va faire durer un peu le suspense, c'est cool. Ici, il fold notre adversaire, intéressant, il fold CSB. Ici, valet 8, on va le jouer post-flop. L'open, j'aime bien, je préfère un peu le limp quand même ici. Mais l'open contre fiche, c'est pas mauvais, mais c'est pas les combos qu'on a envie de prendre, c'est valet 8 là. Bah, c'est valet 8 là. Non, pardon, excusez-moi, quand même sur les termes, important de le dire, mais on n'a pas envie de prendre valet 8, mais on a envie de prendre des mains, plutôt des rois X ici, c'est les mains les plus EV+, contre fiche ici. Certains rois X en particulier. Ici, évidemment, sur un board à doublette, vous l'avez vu dans la formation gratuite, on va c-bet quasiment systématiquement contre fiche, voire systématiquement. Donc là, on aurait mis une blinde. Notre adversaire donc bet la turn. Ici, c'est souvent une main plutôt intermédiaire, mais on va pas pouvoir la faire fold. Ici, j'aurais clairement fold dès maintenant. Ok, très bien. OK, il fold encore, ce qui nous arrange évidemment. Ici, on va faire tapis directement. Pas de raison de faire autre chose. On pourrait même revenir sur le fait, parce que je veux que la vidéo dure suffisamment pour vous donner suffisamment d'infos. Un truc qui est super important comme sujet, ça touche au poker clairement, hein, et directement au spin. Euh, Souvent, des joueurs qui ont un peu du peur à faire tapis. Si vous êtes débutant, souvent vous avez du mal à faire suffisamment tapis. Et même, je le vois sous mes vidéos, beaucoup de joueurs débutants me disent ouais, tu fais tapis avec n'importe quoi, etc. Parce que vous avez le sentiment que faire tapis avec 7 et 8, etc., c'est des énormes erreurs. Et bon, à force, vous commencez à le comprendre, vous commencez à mettre en place les shoves, vous avez compris. Dans la formation gratuite, vous pouvez le voir cet aspect-là dans tous les cas si vraiment c'est pas maîtrisé. Comment? Ce qui est important, c'est qu'après, un raisonnement qui arrive souvent, c'est: «Ah, je veux pas faire tapis, ça augmente la variance». Déjà,
très, très faux. Cet argument-là, il est très, très faux, il est trop globalement partagé. J'aime bien vous donner des infos comme ça parce que c'est des trucs qui sont mal partagés un peu sur internet et là, pour le coup, ça permet de mettre un petit peu les choses au clair sur ça. Ou du moins, même si vous n'allez pas forcément me croire et c'est pas forcément, comment une mauvais, je pense que c'est bien d'ailleurs de remettre les choses en question. Heu, Au moins vous allez faire vos recherches là-dessus, puis après, si vous faites les bonnes recherches, vous allez vite comprendre, ce que je vous dis. Mais, au moins ça vous mettra, voilà, la puce à l'oreille là-dessus. Le fait de chauffe plus n'ajoute pas de variance. C'est vraiment important de le prendre en compte. Ce qui, mathématiquement va augmenter ou réduire la variance en spin, c'est quoi? C'est le fait d'avoir plus ou moins de résultats. Plus vous avez de CEV, donc plus vous gagnez de jetons par partie théoriquement, plus le CEV est bas. Parce que c'est normal, si votre courbe de gain est censée monter énormément, fatalement, votre courbe de la variance va osciller autour de celle-ci, évidemment. Que si vous avez une courbe qui monte très peu parce que vous gagnez rien, bah, évidemment, la variance va osciller entre ça, sauf qu'elle va être souvent négative, souvent positive, parce que vous oscillez proche de zéro. Votre résultat théorique est proche de zéro. Donc c'est quand même important. Vous pouvez faire des simulations, vous allez le voir, etc. Donc chauffe plus n'a pas d'impact sur la variance. Sauf si vous prenez des spots qui gagnent rien, évidemment, si vous prenez des spots perdants ou des spots qui gagnent rien. Mais le seul critère, c'est est-ce que mon play, c'est le plus gagnant? Si c'est le plus gagnant, vous allez limiter au mieux la variance. D'ailleurs, il suffit de le voir pour ceux qui ont déjà un petit peu cette connaissance du CEV, c'est comme ça qu'on quantifie notre niveau en spin. Comparez entre un CEV de 100 et un CEV de 40 et regardez qui a le moins de variance entre les deux. Vous voyez bien que c'est le CEV de 100. Et quand vous comparez ça, vous dites pas: «Ah, le CEV de 100, est-ce qu'il est agressif celui qui a le CEV de 100?» Non, pas du tout. Vous regardez qui a le plus gros CEV, vous voyez bien que celui qui a 100, il a moins de variance. C'est juste mathématique, c'est juste complètement logique. C'est pas le fait de shove ou pas shove, parce que dans tous les cas, le coup, vous allez jouer et vous pouvez tout perdre dans chaque coup, dans tous les cas, que vous faites tapis ou pas. Donc, ça a vraiment, sur cet aspect-là, ça a pas d'impact. On pourrait se dire ça a un impact si nos adversaires nous call 99,9% du temps et que le spin se finit systématiquement si on perd le coup à tapis. Parce que là, c'est différent, évidemment, parce qu'on va jouer beaucoup moins de mains. Par contre, le fait d'être très agressif, ça réduit pas le nombre de mains qu'on joue, simplement parce que des fois, on va gagner et du coup, on va revenir plus dans le spin que sinon on l'aurait perdu plus tôt. Donc en vrai, vraiment, c'est une énorme erreur de penser que le fait d'être agressif a un impact sur l'aspect variance. Vraiment, et justement, c'est même l'inverse, parce qu'être agressif, ça vous permet justement de faire plus de V. Et si vous faites plus de V, vous avez moins de variance. OK, du coup, ici, on décide de call, mais c'est intéressant ce sujet-là quand même, il est important. Ici, turn, on décide de fold, ce qui est assez logique. Là, on n'aura pas la cote, pour pouvoir payer. La cote implicite est pas terrible. La cote implicite, ne l'oubliez pas, c'est votre, si vous voulez, pour faire simple, parce qu'elle est toujours dure à calculer précisément, mais c'est à quel point vous êtes capable de tout gagner si vous touchez. Là, on va pas prendre une tonne si on touche tout. Pourquoi? Parce que même si on va faire straight, bah, en fait, notre adversaire, il va pas forcément tout nous donner facilement, dans le sens où il va comprendre qu'on a straight. Si on fait tapis, on reprend l'initiative, on fait tapis, parce que s'il check et on remise, donc si on reprend le lead, pardon, on décide de miser, bah, fatalement, il va comprendre qu'on a potentiellement une main forte, et puis il va pas s'envoyer en l'air river avec juste une paire de 8. Donc ça sera plus difficile de tout lui prendre, plutôt que sur un spot où on a une straight à 2 cartes et il s'y attend pas, entre guillemets, si vous voulez, pour faire très simple. Parce qu'on aura plus de chances de le «piéger» entre guillemets, en lui faisant croire que on peut avoir plein de mains, plein de bluffs, et cetera, que là, évidemment, si on shove river, il y a de grandes chances qu'on ait juste nuts absolu. Donc sur ces bords-là, la cote implicite est beaucoup plus, légère, si on peut aller dans le détail un petit peu. OK, intéressant. Ici, bon, là, il y avait pas grand-chose à dire, évidemment. Fold ici, donc on a sur un adversaire qui semble un peu jouer quand il est en value, visiblement, pas très agressif et peut-être quand il touche, miser un petit peu. On va voir, il y a peut-être une note qui ouais, passif, la note passive qui tombe. Assez logique. Ah, tout à l'heure, je vous ai dit Spew, je crois, pour l'autre joueur. Je sais plus si c'était sur cette vidéo-là. Bon, peu importe, je peut-être me suis trompé. Comment il considère cette pastille-là comme du bleu clair. Je voyais plutôt du vert, mais c'est vrai que c'est plutôt moi qui fais l'erreur. Ici, on s'est bête, évidemment, comme vous l'avez vu dans l'information gratuite. Très bien. Alors ici, c'est plutôt un shove, hein, contre un limp d'un récréa avec un bloqueur comme ça. C'est dommage. Après, à voir, lui a tendance à folder souvent sa SB. Ça pourrait vouloir dire qu'il a souvent des mains fortes, quand il limp. Donc quand même prudence. Ça n'empêche que le combo est vraiment bon à shove. On est dans un intervalle où le field, vraiment va limp fold beaucoup trop. C'est le spot où ils vont limp fold le plus, cet intervalle-là. Donc c'est intéressant de shove énormément quand même. Après, contre ce profil en particulier, c'est pas un scandale de check, même si, évidemment que le shove, bon, je l'aurais pris et je pense qu'il a un petit peu plus de V+, mais ça doit pas être, tant significatif. Par contre, check ici, c'est quand même une erreur assez assez dommage je trouve contre ce profil-là. Si on l'estime passif, je trouve qu'on a quand même, pas mal de bluffs à prendre, que là, on va check call contre un mec passif, j'aime pas tant ça. River, faut reprendre le lead, ça c'est bien. Le size est plutôt bon, on estime que notre adversaire a une main plutôt limite, plutôt le size qu'on a envie de prendre ici. OK. Mais je trouve que la line, elle est jouée un petit peu à l'envers. Parce que si on estime qu'il est passif, faut pas check call. Ah, évidemment qu'on va check call quand on a joué comme ça, mais quel est l'intérêt de check turn? Je trouve plutôt limité. Et quel est l'intérêt de pas shove préflop? Je trouve ça un peu dommage contre un mec passif
Contre qui? Bah, justement les exploits, c'est ça. Bon ici, c'est close, ça dépend à quel point on l'estime, tight ou pas. C'est plus, en fonction d'infos. Je pense qu'on peut fold, on peut call avec cette main-là contre lui. C'est assez dépendant. Évidemment, on a besoin d'avoir, bah, la cote, il faut mettre 3 pour gagner 8. 3 pour gagner 8, ça va nous donner à peu près un 40 d'équité, globalement. Ça va ressembler à peu près à ça, peut-être 37 plutôt, quelque chose comme ça. Je pense qu'on n'est pas sûr de les avoir si c'était ben, ouais, pour sa range globale, les 37, je pense que c'est limite, c'est assez close. Très honnêtement, c'est assez close. Pourquoi pas? En tout cas, ça nous permet de gagner ce spin. On va dire que c'est bien joué du coup, mais ne soyons pas résultat oriented, quand même. J'espère que ce format vous aura plu. Je vous laisse me dire un petit peu si vous estimez que c'est pertinent. Ça me permet d'aborder des autres sujets, le fait que ce soit pas moi qui joue et qu'on regarde un jackpot justement d'un élève. Bon voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour, sur ça. J'espère en tout cas que ça vous a plu parce que pour moi, c'est un plaisir de vous faire ces vidéos-là, comme à chaque fois. Toujours un vrai plaisir de vous faire ces vidéos sur YouTube. Si vous avez des questions sur la vidéo ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sinon, checkez les liens dans la description si vous voulez progresser. Et nous, on se dit à très vite dans une autre vidéo. C'était Lucas. Ciao.